Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des entretiens Pela Pelaka. Ici, nous prenons le parti de prendre le temps d'aller à la rencontre de celles et ceux qui interrogent notre rapport à l'information, à l'éducation et à la transmission. Mon invitée aujourd'hui est formatrice en master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation à la Sorbonne Université. Elle est également docteur en sciences de l'éducation et de la formation et elle a consacré ses travaux à une question essentielle, l'investissement des enseignants dans l'éducation aux médias et à l'information. Florence Michaud-Collin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et félicitations pour cette thèse que vous avez soutenue. Qu'est-ce qui a motivé cette démarche pour faire cette thèse qui parle de l'investissement discret des enseignants dans l'éducation aux médias et à l'information? Ce qui m'a donné envie de faire cette thèse, c'est moi j'ai été moi-même professeure documentaliste pendant, près de 20 ans, en Île-de-France et puis après je suis devenue formatrice justement pour préparer les étudiants à devenir professeur documentaliste, à un moment où la formation a changé et où il a été demandé aux étudiants d'obtenir un master avant de devenir enseignant. Voilà, moi en tant que vieille professeure documentaliste, j'étais passée sur l'ancien système de la licence. Et à un moment, les étudiants me posaient des questions sur le master, sur comment on rédige un mémoire, sur, comment on s'y prend pour. Et puis, comme c'est assez facile il y a beaucoup de maintenant de masters, de formation, de formateurs qui existent aussi, pour les enseignants. Donc je me suis dit: «Bah, voilà, moi aussi je vais passer un master pour pouvoir répondre à leurs questions», où j'ai déjà fait un mémoire, justement sur des enseignants de collège qui faisaient de l'éducation aux médias et à l'information avec leurs élèves. Et puis en finissant le master, en fait, je me suis retrouvée avec plein de nouvelles questions et peu de réponses. Et donc voilà, j'ai continué, puisque c'est une question que j'avais enfin, qui m'est apparue au bout d'un moment. C'est que moi, j'ai toujours eu beaucoup de chance, dans l'établissement scolaire dans lesquels j'ai travaillé. J'ai toujours trouvé plein de collègues vraiment investis avec qui j'ai fait, des projets, culturels, médiatiques, scolaires, méthodologiques. Et puis pour se rendre compte au bout d'un moment quand même que, bah, tout le monde le tout le monde ne le faisait pas. Moi, je faisais de l'éducation aux médias en tant que professeur documentaliste parce que j'étais obligée, c'est mon travail. Et c'était cette question de qu'est-ce qui fait que ces enseignants de discipline prennent, voilà, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, pour aussi de travailler sur, cette éducation-là avec les élèves. Donc voilà, c'est parti de cette question-là. Et alors, est-ce que vous avez répondu à cette question? Qu'est-ce qui fait que les enseignants prennent autant de temps, autant d'investissement, pour ces questions d'éducation aux médias et à l'information? Alors en fait, j'ai trouvé en tout cas une partie de réponse, mais qui remettent dans quelque chose de plus large, qui est la question de ce qu'on appelle les éducations A ou les éducations transversales. Puisqu'en fait, en croisant aussi avec d'autres recherches, d'autres, collègues et chercheurs, hem, cette question d'investissement des enseignants dans ces éducations transversales, que ce soit l'éducation artistique et culturelle ou en ce moment l'éducation, au développement durable. Et là, on le voit beaucoup avec les VARS, l'éducation à la vie affective, c'est un intérêt, une volonté en tout cas toujours dans un premier temps, de protéger les élèves. Voilà, de quelque chose où on sent que et souvent c'est en regardant les élèves vivre dans la classe, à l'extérieur, sur certaines de leurs pratiques et usages, que les enseignants se disent: Là, il y a un problème, ils font pas comme il faut, ils vont voilà, ils vont être mis en danger par leurs pratiques». Et donc moi, en tant qu'enseignant, alors plutôt sur le volet de la mission éducative que vraiment enseignement disciplinaire, moi mon travail, c'est les élèves, c'est de les aider à grandir et à être en sécurité, ça c'est le minimum. Et puis pour d'autres, aller un peu plus loin et développer une citoyenneté en tout cas, active, en ayant un minimum de pratique et de réflexion sur, sur des problèmes de société. Et autour de l'éducation aux médias, à l'information, alors c'est pas nouveau, hein, mais ça va être tout ce qui est autour enfin aujourd'hui en tout cas, autour, bah, des fake news et des médias sociaux. On parle des enseignants qui s'engagent auprès de leurs élèves, mais il y a aussi ceux qui ne s'engagent pas. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation? Qu'est-ce qui fait que certains s'engagent et d'autres pas? Et comment on peut essayer d'analyser justement le rapport de ces enseignants à cette pratique d'éducation aux médias, à l'information?
Il y a plusieurs choses. Déjà, moi, j'ai arrêté, mais vers la fin de ma thèse, en fait, voilà, c'est les conclusions qui arrivent aussi après. J'ai arrêté de parler d'engagement avec avec ces enseignants, puisque un engagement, dans les définitions, ça part vraiment de valeurs personnelles très fortes, qu'on veut défendre et porter. Et là, pour moi, en tout cas, la valeur qui est mise en avant, c'est une valeur, enfin, professionnelle, en tout cas, qui est liée à cette mission d'éducation, heu, des élèves. Donc il y a pas un engagement, il y a pas, comme on pourrait penser, qui se rapprocherait plus d'un militantisme finalement, autour des médias, de l'information, c'est pas ça que moi j'ai retrouvé, mais c'est un investissement, assez fort. Et chez les enseignants que j'ai rencontrés, qui me disaient ne pas faire d'éducation aux médias, déjà il y en a qui en faisaient quand même, c'est juste que, bah, c'est une des choses que j'ai trouvées avec ma thèse, c'est qu'il y a au moins au moins 70 des enseignants qui ne savent pas ce que veut dire, cet acronyme-là en particulier. Donc ce qui m'a expliqué, j'ai comme ça que j'ai compris a posteriori pourquoi j'avais eu tant de mal à trouver des enseignants pour répondre à mes questions, parce que comme je cherchais des gens qui faisaient de l'EMI et que quand on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est pas facile. Heu et comme c'est intégré pour eux dans leur programme, dans leur façon de faire, bah, ils se posent pas la question. Et pour ceux qui n'en font pas vraiment, parce qu'il y en a aussi, souvent c'est des questions enfin, en tout cas de formation ou de compétences, où le plus souvent ils me disent: «Mais moi mon travail c'est pas ça, moi mon travail, c'est les maths» ou «Moi je me sens pas de parler d'actualité avec les élèves, de voilà sur certains événements qui peuvent se passer. Moi j'ai pas forcément la culture géopolitique ou historique derrière pour remettre en perspective et en parler avec eux de façon, neutre, distanciée, et donc je préfère que ça soit un collègue, qui le fasse à ma place». Après ces enseignants-là, le collègue de maths par exemple qui me dit: «Moi je fais des maths», à côté c'est quelqu'un qui, a fait, tout un projet avec 2 autres collèges, d'énigmes mathématiques, qui arrivait au collège le matin à 6h30 pour aller cacher des papiers avec des énigmes dans la cour de récréation. Heu Il y a un investissement, mais voilà, il est pas là. Pour lui, il sera plus compétent à s'investir, ailleurs. Voilà. Comment on peut expliquer que ces enseignants qui parfois donc font de l'EMI ne savent pas ce que veut dire l'éducation aux médias et à l'information, sachant que c'est, quelque chose qui est censé justement être dans les programmes comme vous l'avez expliqué? Oui, alors c'est dans les programmes en filigrane. Après on le retrouve très, très peu dans les manuels scolaires, par exemple. Même des exercices qui sont liés à de la recherche d'informations, il y a pas forcément marqué que c'est de l'EMI, donc ils le savent pas. On se rend compte aussi qu'on est bombardé d'acronymes, dans l'éducation nationale, et qu'en fait, on peut pas tous les connaître. Et puis, mais alors ça, je sais pas pour les autres éducations transversales, mais sur l'éducation aux médias, en tout cas, tous les enseignants que j'ai rencontrés, ont commencé à en faire, heu, moi, ce que j'appelle par compagnonnage, c'est-à-dire par des collègues qui les ont inclus dans un projet de journal, de médias, de reportage, et cetera, de web radio. Et ils sont rentrés par la pratique dans cette éducation aux médias. Ils y ont trouvé un intérêt, et pour eux et pour les élèves, souvent parce que ça permet aussi une autre relation aux élèves. Heu et ils en ont fait, sans avoir besoin forcément de mettre un mot sur ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce que ça change cette pratique justement pour les enseignants, dans leur façon de faire cours, dans leur façon aussi d'appréhender leur métier? Moi, ce que je pense que ce qui change pour eux, c'est cette idée que comme l'éducation aux médias justement, c'est pas une discipline, c'est pas au programme, ça leur permet de travailler avec les élèves, sans qu'il y ait forcément une évaluation obligatoire, rentrer dans un programme, une grille. Et c'est un moment où on peut faire avec les élèves, en tout cas dans leur discours, autre chose, sans être obligé de les noter, sans être obligé d'en faire état, sans être obligé de faire une chose en cinquième, enfin, vous voyez, la radio en cinquième et le journal en quatrième et la télé en troisième. Et je pense que ce qui les motive aussi à s'investir, c'est cette possibilité de travailler un petit peu en dehors des normes attendues, des normes, scolaires. Et c'est pour moi, la raison de cette discrétion, c'est que justement pour pouvoir être tranquille pendant qu'ils font ça, ils en parlent pas trop d'ailleurs, ni autour d'eux, ni à leurs collègues, et souvent c'est quelque chose qu'ils font ou seuls ou à 2. Heu, mais c'est pas quelque chose dont ils autour de laquelle ils vont beaucoup communiquer. Et je pense justement pour qu'on ne leur dise pas: «Mais ça serait mieux si tu faisais ça» et tout.
Autour de cette, pratique discrète, il y a, les professeurs documentalistes, hein, qui, normalement ont cette responsabilité justement de mener ces on va dire ces ateliers d'éducation aux médias, qui se retrouvent Mmh mh. confrontés malheureusement au planning, tout simplement, à l'emploi du temps puisque ce n'est inscrit dans aucun cours et qu'ils Oui. doivent essayer de négocier un peu à droite à gauche, avec, d'autres, enseignants. Comment eux perçoivent quelle est leur situation? Comment ils perçoivent justement l'évolution de l'éducation aux médias? Est-ce que, ils se sentent accompagnés ou non? Voilà, quel est leur positionnement? Il y a plusieurs choses. Il y a de toute façon, toujours cette idée qu'il y a pas le temps. Ce que me disent aussi des enseignants, dans les enseignants qui font pas d'éducation aux médias, c'est aussi parce qu'il y a pas le temps. Ce qui est pas un vrai problème parce que souvent ils ont pas le temps pour l'éducation aux médias, mais parce qu'ils font de l'éducation au développement durable ou parce qu'ils font d'autres choses. Donc on travaille tous en temps contraint et on fait tous des choix, de ce qu'on fait de ce temps-là. Hem Ils disent aussi qu'eux-mêmes, ne parlent pas forcément d'éducation aux médias et à l'information quand ils travaillent avec les collègues. Donc, heu, parce que aussi pour les professeurs documentalistes, dans le l'ELI, il y a tout ce qui va être autour de la recherche documentaire, et souvent c'est pas ça que les enseignants, en tout cas recherchent, dans un travail en collaboration avec le professeur documentaliste. Là, c'est vraiment la recherche documentaire, c'est quelque chose où on n'a pas le temps et souvent c'est ce qui va passer à l'as, dans un projet d'éducation aux médias et à l'information. Mais moi, j'ai arrêté ma thèse, enfin, j'ai arrêté les entretiens en 2023 et là, je suis sur un autre projet avec des professeurs documentalistes autour de l'intelligence artificielle générative, comme tout le monde, et comment les élèves enfin, comment est-ce qu'on peut aider les élèves à, en tout cas, intégrer l'IAG comme un outil au service de sa pratique de recherche d'information et ce qui est ressorti avec les nouveaux programmes d'enseignement moral et civique, où maintenant, dans les enseignements moral et civique, il y a une toute petite partie où on flèche certaines parties dans cet enseignement-là en disant aux enseignants: «Ça, c'est de l'éducation aux médias et à l'information», et aussi l'éducation au développement durable et j'ai rencontré aussi pas mal de professeurs documentalistes qui disent: «Beh oui, mais dans ce cas-là, enfin, ce qu'on est en train de faire, c'est de dire aux enseignants d'histoire-géographie, qui sont quand même majoritairement les enseignants qui font de l'EMC, on dit à ces enseignants-là de faire notre boulot, donc on n'a plus de boulot». Voilà, j'ai aussi rencontré d'autres enseignants qui disent: «Beh, c'est super, comme c'est fléché éducation aux médias et à l'information», certains professeurs documentalistes me disent comme ça: «Pour aller discuter avec les collègues, c'est plus facile parce qu'on leur dit: "Tu vois, c'est dans ton programme, tu sais pas trop ce que c'est, moi je sais ce que c'est et on va travailler ensemble". Donc voilà, ça dépend un peu si on voit le verre à moitié plein, à moitié vide. J'ai aussi, je forme aussi de temps en temps des enseignants d'histoire-géographie, à l'INSPE ou quelquefois on les mélange avec les professeurs documentalistes et dans ce cas-là, bah, l'entrée, c'est forcément le programme commun en ELI et les enseignants d'histoire râlent en disant: «Ouais, mais déjà on avait beaucoup de travail, alors maintenant on a des programmes en plus, on n'a pas le temps». Bon, donc finalement tout le monde râle et puis quand on leur dit: «Mais non, c'est déjà votre programme, c'est juste qu'avant vous saviez pas que c'était de l'ELI et maintenant vous le savez et regardez, on vous montre comment le faire avec le professeur documentaliste». Quels sont les grands enseignements finalement qu'on peut retenir, après, toutes ces années de recherche? J'ai eu des réponses effectivement, alors qui étaient pas forcément celles que je me posais, au début, mais un peu quand même. En tout cas, je sais pourquoi j'ai eu autant de mal à trouver des enseignants pour répondre à mes questions. Donc voilà, c'était pas forcément ma question de début, mais au moins j'ai la réponse à ça. Cet investissement éducatif et cette volonté de protéger les élèves, voilà, que j'avais pas forcément, vue et et qui est assez intéressante et du coup qui m'a amené moi à des nouvelles questions. La première question, c'est le lien qu'on fait entre et ça c'est la grande question, qu'est-ce qu'on apprend à l'école et qu'est-ce que les élèves, gardent de ce qu'ils apprennent à l'école quand ils sont plus à l'école? Enfin, je pense que c'est une question que tous les enseignants, se posent, on espère. Ils apprennent des choses en classe et qu'ils réutilisent à l'extérieur. C'est sur cette relation école, famille, sphère scolaire, sphère, privée. J'en parle un petit peu dans ma thèse, mais c'est pas au centre. Mais c'est vrai que ça prend de plus en plus de place puisque, aujourd'hui l'éducation aux médias, c'est le numérique et voilà, ils ont le numérique chez eux et le numérique à l'école. On leur apprend à l'école à utiliser le numérique d'une certaine façon. Est-ce que la façon dont on leur apprend, à utiliser les réseaux sociaux, ou l'intelligence artificielle générative à l'école, ils vont faire exactement comme on leur a dit parce qu'ils sont gentils. Est-ce que c'est ça qu'ils font à l'extérieur finalement? Bah, on a très peu de moyens de le savoir.
Et les enseignants que j'ai rencontrés me disent, mais on peut pas, voilà, on ne sait pas, on espère. Il y en a qui sont sûrs qu'un jour, l'élève va se dire, ah, mais en cinquième, j'ai fait ça, et maintenant, c'est bon, je sais absolument savoir si une information est fiable ou pas fiable à 25 ans. Est-ce que peut-être c'est vrai aussi, on ne peut pas savoir. Mais il y a une envie aussi, enfin, en tout cas, une des enseignantes que j'ai rencontrées me disait, mais c'est très intrusif, moi je veux pas rentrer dans la vie privée des élèves. Ils ont leur vie privée. À l'école, c'est des élèves, chez eux, c'est des enfants. Et moi, mon métier d'enseignant, c'est pas de rentrer dans leur vie en dehors de l'école. Et donc, on est toujours sur ces questions-là. Est-ce que l'école, ça doit être une bulle où justement on n'est pas chez soi? Et c'est aussi une piste qui peut être intéressante, où à l'école, ben, on travaille différemment, on fait les choses différemment. Peut-être on prend le temps de faire les choses par rapport à l'extérieur. Et peut-être qu'on le fait qu'à l'école, mais c'est l'endroit où on peut le faire. Pourquoi pas? Est-ce que travailler sur l'éducation aux médias, et c'est aussi ce que me disent d'autres collègues, c'est une façon aussi d'ouvrir les élèves sur le monde qui les entoure? Et dans ce cas-là, bah, il y a forcément un lien sur la vie privée. Est-ce que travailler sur l'actualité dans l'école, c'est montrer aux élèves que ce qu'on fait à l'école, ça sert aussi à l'extérieur? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait des ponts? Je pense que c'est ce qu'on veut faire. Voilà, ça c'est des questions aussi que je me pose un peu. Et la deuxième question que je me pose, c'est que j'ai rencontré quand même majoritairement des enseignants qui s'auto-forment, en tout cas autour de l'éducation aux médias. Qui font très peu de formation, enfin académique, ou en tout cas, et sur un ou 2, ou qui font des projets, qui en tout cas qui leur prend beaucoup de temps, dans lesquels ils s'investissent beaucoup, où ils se rendent compte que, bah, ça marche pas vraiment comme ils voudraient, et ils se retrouvent bloqués et ils s'arrêtent là, ils arrêtent, ou ils font, et bon. Mais je trouve que c'est il y a mais bon, après je suis formatrice, donc je suis aussi un petit peu, je suis pas forcément objective. Il y a un non-recours à la formation. En tout cas pour les gens que j'ai rencontrés, parce qu'il y en a plein qui se forment, hein, mais voilà, donc la question qui m'occupe en ce moment, c'est pourquoi certains enseignants, après pourquoi certains enseignants font de l'EMI, pourquoi certains n'en font pas? C'est plutôt pourquoi certains enseignants vont recourir à la formation, voilà, en cas de difficulté trouvée, sur le terrain, et d'autres non, et vont plutôt partir sur de l'auto-formation que de faire cet autre mouvement. Mais c'était aussi une des conclusions, de ma thèse, hein, que, cet espace en dehors de la forme scolaire, justement, on n'est pas obligé de noter les élèves. Souvent, on va travailler en projet avec les élèves, on va avoir une activité, mais il y a très peu d'analyse réflexive finalement à la fin du projet, d'évaluation, même pas notée, pour savoir ce que les élèves ont appris. Du moment que la production finale est belle et que les élèves sont contents, on suppose qu'on a réussi. Et donc, vous voyez, cette partie un peu disciplinaire, elle elle part pas tellement sur le champ de l'éducation aux médias. Alors, est-ce que c'est pour ça que, du coup, il y a pas de formation puisqu'ils sont pas dans une démarche, didactique? Je sais pas. Voilà, c'est les questions qui me restent encore, aujourd'hui, et qui vont m'occuper, je pense, un peu longtemps. Et alors, par rapport à tout ce que vous nous dites, quelle est la place du Clémy? Puisque, on a quand même un centre qui, nous parle, d'éducation média, qui met à disposition des outils, qui met à Mmh. disposition aussi de la formation. Quelle est la place des journalistes? Parce qu'on parle beaucoup des journalistes qui vont de plus en plus dans les établissements scolaires. Il y a de plus en plus de résidences journalistes où, justement ces professionnels accompagnent, les enseignants. Est-ce que voilà, c'est des choses que les personnes que vous avez rencontrées évoquent, connaissent? Alors le Clémy, oui, beaucoup, heu, dont plusieurs qui ne savaient pas ce que voulait dire EMI, et quand je leur dis: «Mais tu connais le Clémy?» «Oui, oui». Puis «Mais dans Clémy quand même, à la fin, il y a EMI». «Ah oui!» Bon, voilà. Donc on ne questionne pas les acronymes. Ils connaissent beaucoup, il y en a beaucoup qui travaillent autour de la semaine de la presse. Il y en a plusieurs qui connaissent le site du Clémy et qui vont aller chercher sur le Clémy, par exemple, des séances pédagogiques, proposées sur le site pour les adapter et les réutiliser avec les élèves. Mais c'est aussi ce que j'appelle de l'auto-formation. Hem, voilà. J'en ai quelques-uns qui ont fait des formations avec le Clémy, mais plutôt des formations techniques autour de la web radio. J'ai jamais réussi à attraper des enseignants, qui ont participé, par exemple, au dispositif classe média du Clémy. Ça m'aurait intéressé de voir justement pourquoi certains enseignants font cette démarche d'avoir un accompagnement lourd du Clémy pour faire de l'éducation aux médias. Voilà. Voilà
l'instant, j'en ai pas rencontré. C'est quelque chose que j'essaye de faire en ce moment, justement, pour pouvoir comparer les enseignants que j'ai rencontrés et les enseignants qui font un autre choix. Hem, donc le Clémy existe, hein, ils font des choses intéressantes. Et du côté du journaliste, c'était une des surprises de, voilà, de ce travail, c'est que vraiment tous les enseignants que j'ai rencontrés font ça seuls. C'est-à-dire qu'il y a pas de volonté d'aller chercher des journalistes pour faire des projets, pour les faire intervenir vraiment. Alors de temps en temps, mais c'est toujours pareil, c'est plutôt avec les professeurs documentalistes pendant la semaine de la presse, rencontrer un journaliste 1 heure ou aller visiter une rédaction si c'est possible. Mais un travail vraiment un peu plus au long cours. Moi, mes enseignants discrets ne travaillent pas avec des journalistes, donc là, je ne peux rien, je ne sais pas. Pour vous, quels sont les enjeux autour de l'éducation aux médias en milieu scolaire après tout ce que vous venez de nous dire? Alors, en tant que chercheuse, pour moi, ces enjeux-là, ils sont vraiment les mêmes que pour toutes les éducations transversales, c'est-à-dire, cette idée que, il y a un problème, de société et qu'il faut, voilà, qu'il faut aider les élèves, en tout cas à être prêts à se confronter à ce problème. Alors, est-ce que ça passe par une protection? Voilà, après sur le degré, est-ce qu'il faut beaucoup les protéger? Est-ce qu'il faut, les sensibiliser, les accompagner voilà, est-ce qu'il faut les mettre dans une difficulté un peu accompagnée de ces problèmes-là pour qu'ils apprennent à les dépasser? Ça dépend de la sensibilité des enseignants, ça dépend aussi de l'âge. Là, en ce moment, par exemple, sur, l'intelligence artificielle, on voit, c'est très, très différent entre les enseignants de collège, qui sont vraiment sur une protection de l'élève, et les enseignants de lycée, qui sont vraiment sur un accompagnement de l'élève pour leur montrer que l'intelligence artificielle peut les aider à faire leurs devoirs sans forcément faire leurs devoirs à leur place. Et je pense que les éducations transversales, c'est un peu pareil. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une société où ben, l'information est partout et qu'il faut, voilà, qu'il faut aider les élèves en tout cas à s'en saisir en sachant aussi, et ça c'est quelque chose qui est pas du tout dans les discours des enseignants, et que montrent plutôt les chercheurs, que les élèves ont des pratiques, de toute façon les adolescents ont forcément des pratiques qui ne seront pas les pratiques de la génération d'avant et ils n'ont eux aucun intérêt à dire aux vieux, ce qu'ils font puisque eux aussi ils aiment bien avoir je pense une pratique discrète, dans un coin qui avec un langage et des usages qui sont pas ceux des enseignants et des adultes. Et que la grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faut aussi, finalement les former, à pouvoir être capable en tout cas de s'approprier, des technologies qui n'existent pas encore. Quelle transformation vous semble nécessaire pour que l'éducation aux médias soit pleinement intégrée, reconnue dans les pratiques éducatives? Alors, on parle des enseignants discrets, mais j'aimerais parler, moi, de tous les enseignants. Alors, il y a 2 choses. Moi, je pense quand même que si ça devenait obligatoire et qu'on perdait ce côté d'investissement, heu, délibéré, enfin volontaire, on perdrait un peu, je pense, en projet, en investissement, en motivation, en créativité avec, les élèves. Si ça devenait un cours comme les autres, heu, je pense qu'on y perdrait en richesse de ce qu'on propose aux élèves. Après malheureusement, tant que c'est lié à la spontanéité ou à la volonté de certains enseignants, bah, ça veut dire que certains élèves en feront 1 fois, 2 fois, 15 fois, d'autres élèves n'en feront jamais et c'est vrai que c'est quand même des enfin, en tout cas, oui, il y a des choses à apprendre avec eux qui sont importantes, pour leur vie à venir. Que ce soit leur vie de citoyen avec l'information d'actualité, que ce soit aussi des compétences de recherche d'information pour leur futur, scolaire. Hem et on est coincé entre ces 2 choses-là et que tant qu'il y aura qu'un seul professeur documentaliste par établissement scolaire, une personne toute seule, peut pas proposer, vous voyez, une progression de 10 heures à tous les élèves de toutes les classes, de tout l'établissement scolaire. Donc il faudrait quand même bien que ça soit, un peu tout le monde. Alors je ne vais pas m'avancer, mais je discutais avec une collègue qui est professeure documentaliste en collège et qui me disait que dans tous les nouveaux manuels de collège qui arrivent là, elle me dit: «Moi, il y a des encarts EMI partout». On l'a compris, donc c'est encore beaucoup d'interrogations, hein, qu'on aimerait,
tout de suite résoudre, mais en tout cas, elles sont posées et je pense que, les thèses comme les vôtres et d'autres permettent aussi d'avoir une visibilité par rapport au champ des possibles et c'est en ça que c'est important aussi de mettre en avant tout ce qui est fait autour de l'éducation aux médias et Mmh. l'information. Merci beaucoup Florence Michoquelin d'avoir répondu en tout cas à toutes nos questions. Bon courage pour le reste, hein, de ces recherches qu'on suivra avec beaucoup d'attention. Et bien, nous, on se retrouve, hein, très vite avec un nouvel invité pour un nouvel entretien Pela Pelaka. D'ici là, eh bien, que la force critique soit avec vous. À très vite. Au revoir.